Bonjour à tous. Bonjour. Nous voilà réunis pour cette Bonjour. journée de lancement de l'Acquisition Strategy Design. Ça fait 6 mois qu'on vous en parle. On l'a lancé à la fin du premier confinement. Nous voilà dans le deuxième confinement avec le livre qui sort officiellement dans les librairies fermées aujourd'hui. Mais rien ne vous interdit d'aller l'acheter en click and collect sur la librairie ou sur Amazon. Alors, on parle un peu d'Amazon aussi, mais on y a notre propre boutique, donc on veut pas complètement tuer Amazon. Donc achetez-le où vous voulez. On sera content dans tous les cas pour que ce livre soit partagé, soit lu, que la méthodo soit adoptée. On va en parler toute la journée et aujourd'hui en particulier sur cette première session, on va parler vraiment de la méthode, de comment elle fonctionne, de à quoi elle sert, de à quelle occasion l'utiliser, de comment l'utiliser, comment ça se passe. Donc on va parler de tout ça avec honneur aux clients. Vu que la méthode est orientée client, on va commencer par présenter Rémi Audureau. Rémi de Pixid, je te laisse te présenter. Ah, on n'entend pas Rémi. Pardon, comme ça c'est mieux. Voilà. Ah oui. Pardon, les aléas du direct. Donc bonjour à tous, Rémi Audureau, je suis en charge de la communication et du marketing chez Pixid. Donc Pixid, on est un éditeur de logiciels RH et on a entamé, on va dire, dans les 2-3 dernières années, une transformation d'un point de vue marketing pour passer d'un marketing, on va dire, très classique à un marketing beaucoup plus digital. Et donc on a notamment testé assez récemment l'accompagnement avec 1 minute 30 et plus particulièrement la méthode ASD dont on va parler plus en détail, je pense, aujourd'hui. Alors, une règle entre nous, Rémi, que tu connais pas nécessairement, c'est qu'on dit pas ASD, on dit Acquisition Strategy Design, même si c'est hyper compliqué. Parfois, on n'est pas très fiers des noms qu'on a trouvés. Mais si on veut que ça rentre, il faut réussir à le dire, et en plus dans le bon sens. Parce que plein de gens disent acquisition design stratégie. Enfin voilà, c'est toujours compliqué les noms. Stratégie design. Super. Patrice? Oui, bonjour. Moi, je suis ravi d'être là ce matin et de participer au lancement de ce livre collectif où j'ai modestement contribué à donner un point de vue émotionnel à ce que nous appelons le parcours d'achat. Voilà, je suis auteur du marketing émotionnel et aussi dirigeant et fondateur de E4Brands qui s'occupe de travailler pour les marques et la relation entre les clients et les marques. Merci Patrice. Je suis un marketeur. Bonjour à tous. Alors, n'hésitez pas dans le chat à nous indiquer qui vous êtes, vous aussi, à nous indiquer d'où vous venez, vos professions, ce que vous attendez de notre webinaire. Comme ça nous fera aussi réagir. Moi, je suis Virginie et je travaille pour 1 minute 30 en tant que consultante marketing et notamment sur cette méthode-là. Et j'y apporte la couleur du design thinking puisque par ailleurs, j'affectionne particulièrement cette méthode et il se trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux méthodes, celle du marketing et celle du design thinking. Et puis Christophe pour finir. Très bien, donc moi aussi je suis consultant chez 1 minute 30 depuis une belle année maintenant. Et dans le livre, ma contribution, ça a été l'amorçage, ça a été poser les premières bases méthodologiques avec Gabriel. Je me souviens encore, dans les sous-sols de son ancien espace de travail, on était devant nos tableaux blancs à modéliser des méthodos. Et donc voilà, donc ça me décrit aussi un peu. J'adore modéliser, j'adore penser organisation et je suis heureux d'être là aujourd'hui pour vous présenter tout ça. Et c'est Christophe qui accompagne Rémi sur le projet Pixid et qui ont conduit ensemble l'atelier d'il y a 10 jours maintenant ou de la semaine dernière. La semaine dernière. Exactement, pile une semaine.
Alors, Jérémy a fait un premier petit sondage. Connaissez-vous déjà l'Acquisition Strategy Design? On a 1/3 de oui, 2/3 de non. C'est donc l'occasion de faire tourner la petite vidéo d'introduction qui va présenter la méthode. Ça permettra à tous les 3/3 donc de bien connaître la méthode à l'issue de cette petite vidéo. À tout de suite. 3/3. 3/3, ça fait 1. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication. Nous avons inventé l'acquisition stratégie design, une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode acquisition stratégie design plan marketing nouvelle génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées, oui, les étapes de maturité des clients, avec les actions qu'il réalise pour franchir ses étapes. Une fois ce travail réalisé, Tout au long du parcours. identifier les bons canaux pour toucher le client. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ses actions. Les bons indicateurs intermédiaires, Acquisitions que vous pouvez mettre en place avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables et de les l'action. outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing. Alors, je crois qu'on a eu plein de petits bugs sur le son pendant la diffusion de la vidéo. Voilà, c'est une grande réussite. Mais Jérémy va mettre le lien de la vidéo dans le chat. Est-ce qu'on la relance ou est-ce qu'on met le lien dans le chat? Vous en pensez quoi? Il faut la relancer, mais Ouais, il moi, je faut pense qu'on peut couper la les relancer. micros parce que c'est ça qui fait l'effet d'écho. En fait. Ouais, bon, bah on relance et on coupe les micros. On relance et on coupe les micros comme ça. Tu t'en charges, Jérémy. Nous, on coupe les micros de notre côté. À tout de suite. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'acquisition stratégie design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode acquisition stratégie design plan marketing nouvelle génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ses actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing.
Et voilà, cette fois-ci, c'était bon, si j'ai bien compris. Alors, moi, j'aimerais commencer cette table ronde pour juste indiquer que, grosso modo, la méthode, on n'a rien inventé dans le sens où beaucoup de personnes utilisaient déjà une compréhension fine du parcours d'achat pour structurer leur plan marketing, mais on a vraiment formalisé un truc qui n'était pas assez dit dans l'ensemble des méthodes. Quand on regarde des articles de blog sur comment faire un plan marketing, quand on lit des bouquins là-dessus, on a une logique assez simple qui est de dire on fait un audit de ce qu'on fait déjà, on fait un benchmark de ce qu'en font les concurrents, on fait un brainstorming pour trouver des idées, et puis avec tout ça, on priorise les actions. Et en fait, il manquait un cadre structuré pour organiser les actions, savoir à quoi elles vont contribuer. Et ça, ce cadre-là, c'est le parcours client, c'est le parcours d'achat. Et j'aimerais qu'on commence notre table ronde sur ce sujet du parcours. Pourquoi un parcours d'achat est important, comment cette notion de parcours d'achat, parcours client va beaucoup plus loin que les personas dont on parle beaucoup ces derniers temps. Qui de vous quatre veut prendre la parole là-dessus pour commencer? Allez, Christophe. Allez, je peux démarrer. Pourquoi le parcours d'achat est important ou le parcours d'acquisition, je préfère ce terme-là. Le parcours d'acquisition, c'est une vue, une représentation de ce que fait le client. C'est-à-dire qu'on est dans ses actions, dans ce qu'il cherche à obtenir. On est non pas dans une photo à un instant T, on est dans une sorte de vidéo de ce que le client cherche à faire pour résoudre sa problématique. Et si on veut être customer-centric, ce mot à la mode, si on n'est pas en train d'essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête, ce qu'il cherche à faire, où est-ce qu'il cherche à aller, en fait, du coup, on peut pas l'être customer-centric. On est forcément orienté sur autre chose. Et le personnage, lui, c'est plutôt les caractéristiques démographiques et personnelles de la personne. Ça nous montre pas la personne en action, en mouvement avec les autres personnes de l'entreprise. Et donc, du coup, aujourd'hui, moi, j'ai pas trouvé de meilleure représentation de ce qu'est le client que le parcours d'acquisition. On pourrait parler aussi de tout le customer life cycle si on va au-delà de l'acquisition, mais il n'y a pas meilleure représentation du client que ce qui l'anime, ce qui le fait changer, ce qui le fait bouger d'un état de pensée à un autre état de pensée. Et c'est pour moi ce qui doit être à la base et au cœur de toute action de n'importe quelle entreprise, tout simplement. T'es en mute, Virginie. Bah oui, du coup, c'est plus facile comme ça. Moi, j'ajouterais deux choses par rapport à ce que tu as dit, Christophe, c'est que la nécessité aujourd'hui est de rentrer en empathie avec nos clients. Si, comme tu l'as dit, le fait de pouvoir être customer-centric, c'est surtout de bien comprendre nos clients, de savoir qui ils sont et quels sont leurs vrais besoins, plutôt que de défendre ce que nous, on sait faire et ce qu'on voudrait faire. Et donc, d'avoir le parcours d'achat permet de vraiment comprendre le client et ses besoins. Et ça, c'est une vraie nécessité, un temps qu'on n'accorde souvent pas assez. On veut tout de suite être dans la solution, alors qu'il faut vraiment passer ce temps de compréhension et de bien comprendre le vrai problème, les vrais besoins. Je te vois abonder, Rémi. Qu'est-ce que le fait d'avoir conduit un atelier avec Christophe la semaine dernière et creusé cette compréhension du client à travers son parcours d'acquisition ou d'achat? Ouais. En fait, on est une petite structure, nous, dans le sens où on a une équipe commerciale qui est de moins de 6 personnes. Nous, on est 3 en marketing, on va dire, et on a une équipe off aussi qui s'occupe de ça. Mais rien que dans cet écosystème-là, qui est pas très important, qui est moins une dizaine de personnes, c'est compliqué d'avoir toutes les informations et c'est compliqué de pas avoir de biais. C'est-à-dire que chacun va avoir son point de vue, les commerciaux sur les rendez-vous plus concrets, nous, marketing peut-être un peu plus théorique, l'offre plus basée sur la solution. Et ce qui est compliqué, en fait, c'est de rattacher tout le monde et d'avoir vraiment la vue globale et de ne pas être justement juste emporté par une vision de l'un ou de l'autre, de celui-là qui va mieux débattre ou qui va mieux orienter son propos, en fait. Donc, c'est vraiment histoire de poser les choses, d'avoir tout le
je pense que l'idée, moi, ce que je retiens surtout de l'atelier qu'on a fait la semaine dernière, c'est l'idée de structure, en fait, de vraiment réussir à structurer les échanges et de donner la place à tout le monde, que tout le monde puisse s'exprimer et qu'on ait vraiment un process de A à Z et qu'on voit, là, on a le plus d'infos, là, peut-être on a le moins d'infos, mais en tout cas, on le sait, en fait. Et on ne reste pas juste sur des impressions que peuvent donner l'un ou l'autre. Un petit mot, Patrice? Oui, je trouve que l'intérêt de la méthode, c'est justement d'essayer de comprendre ce que le client va faire, ou en tout cas a envie de faire, et d'essayer aussi d'ouvrir le champ des possibles, au-delà de ce qu'on sait, ce que vient de dire Rémi très juste, ce qu'on pense savoir dans l'entreprise. Le client, lui, n'a pas du tout la même perception de l'entreprise que nous, ou de l'offre, ou peu importe, de ce qu'on lui propose. Donc, je crois que c'est très important d'avoir cette ouverture. Moi, ce qui me plaît dans l'approche de la méthode, au départ, c'est cette capacité qu'on essaye d'avoir, en tout cas, d'ouvrir le champ des possibles, d'être dans la divergence des points de vue, c'est-à-dire ne pas être cadré par l'entreprise elle-même et son discours, que ce soit le marketing ou les commerciaux, peu importe, mais au contraire d'aller chercher ce qu'on appelle des signaux faibles. Et on voit bien l'importance de ça. Si on regarde l'actualité, on en a vaguement discuté la dernière fois, donc je ne veux pas lancer un mauvais débat, mais néanmoins, le signal faible qu'il y a des gens qui achètent des livres autrement qu'en allant dans une librairie, c'est devenu un signal fort aujourd'hui pour ceux qui ont des librairies physiques et qui se disent, et à qui le gouvernement dit, tiens, on va vous donner 500 balles, vous allez créer un site internet. Je pense qu'ils auraient pu se rendre compte avant que finalement, même leurs clients qui viennent chez eux parce que ce sont des libraires super compétents, super sympas, ils auraient pu aussi bien être livrés d'un bouquin, même si c'est à 500 mètres de chez eux, exactement ce que fait un fleuriste aujourd'hui ou un commerçant. Et donc, si on se met à la place du client, on peut peut-être percevoir que c'était un intérêt pour lui, c'était une façon d'acheter qui était aussi intéressante que de se déplacer et de rencontrer un libraire qui a déjà tout lu, qui sait tout et qui est passionnant à écouter, mais on n'a pas toujours envie de faire ça. Donc on a des parcours très différents. Ce que je voudrais dire là, c'est un même client peut avoir des parcours extrêmement différents et une approche extrêmement différente d'une même offre ou d'une même solution. Donc c'est ça aussi, je trouve, l'intérêt de la méthode, c'est d'explorer un petit peu tout le plus largement possible les chemins, les parcours du client. Moi, ce qui m'a vraiment conquis, et en fait, c'est parti d'une intuition, parce que dans l'inbound marketing, on traite un peu les parcours d'achat, mais de façon hyper schématisée, avec la notion de top, middle et bottom of the funnel. Donc, on essaye de comprendre les contenus qui vont être plus en sensibilisation, en investigation, en validation, mais dans quelque chose d'assez grossier. L'intuition initiale qui nous a fait commencer à travailler avec Christophe, c'était de se dire comment on va plus loin et comment on dissèque mieux ce que fait le client pour apporter les bons contenus, les bonnes actions au bon moment. Quand on regarde ça, on a une méthode qui est assez appliquée en retail expérience, où la notion de parcours d'achat, et en particulier la dimension physique du parcours d'achat dans le magasin, dans la concession, Virginie qui connaît bien l'auto, et puis du life cycle après en fidélisation, c'est des choses qui sont déjà faites, mais qui n'étaient pas vraiment faites en acquisition, où le plus loin qu'on allait en termes de compréhension client, c'était vraiment la persona, introduite avec l'inbound marketing, avec value proposition design. Cette idée, c'est quelles sont les aspirations du client. Et comme le disait Christophe, on était plutôt sur une logique de photo que de vidéo dans laquelle on peut agir et intervenir. Aller sur le parcours d'achat, c'est hyper riche pour l'acquisition, c'est hyper riche, et on ne parle plus du parcours d'achat, mais du parcours client dans son essence, pour la fidélisation. Et on en parlera à la 4e table ronde, c'est hyper intéressant aussi pour les ventes, parce que le rôle du vendeur va être d'identifier à quelle étape est un client de son parcours d'achat
et de l'accompagner dans les étapes suivantes. Et ça, que ce soit en B2B et en B2C, et ça nous ouvre les portes, parce qu'on va avoir du temps cette année, sur des nouveaux livres autour de la fidélisation et du parcours d'achat, autour de la vente et du parcours d'achat, mais on en parlera un peu plus tard. Deuxième élément de cette table ronde, moi, ce qui m'intéresse aussi, enfin, ce qu'on apporte en méthode, autant le parcours d'achat, on l'a vraiment pas inventé, le parcours d'acquisition, c'est pas nous, c'est plus l'idée de dire, c'est important de le connaître pour construire votre plan marketing et même au-delà votre plan d'acquisition, dans le sens où on n'est pas que sur le marketing, mais sur le marketing, la com et les ventes. Un outil qu'on apporte, c'est le Canva d'acquisition. Le Canva d'acquisition, je vais essayer de le présenter pendant qu'on continue à parler, de le mettre en ligne, où Jérémy peut le faire. C'est un peu comme le business model Canva, des questions posées sur une seule feuille, qui permettent d'animer une séance de co-création. Dans ce Canva d'acquisition, on réutilise la figure du double diamant. Virginie, si tu peux nous dire un peu plus sur le double diamant, sur le design thinking qui est derrière sur les éléments de la méthode design thinking qui sont derrière ce double diamant, et y compris dans les méthodes du Canva. Alors, le design thinking est très proche de l'acquisition strategy design par le fait que c'est user-centric. On est complètement focus sur le client, l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment le point commun. Et je parle bien de philosophie. Et à cela s'attache après une méthode qui permette d'arriver à obtenir une solution, un prototype, un livrable, un plan d'action. Et le principe est toujours le suivant. Et ça me fait rebondir un peu sur ce que tu disais, Patrice. Le fait d'aller s'ouvrir les chakras et d'aller ouvrir les questionnements auprès de ses clients avant de trouver la bonne solution, c'est exactement ce principe où on alterne toujours ces phases de divergence où on va découvrir le problème. Alors en l'occurrence, on va commencer par découvrir le client, comprendre ses besoins et pas avoir d'idées préconçues sur quoi que ce soit. Et ensuite, on va converger de manière avec cette matière, cette compréhension, ces signaux faibles dont tu parlais, on converge vers le problème et on reformule la problématique, on la fixe, on l'angle peut-être aussi plus précisément et on recommence à diverger pour trouver des idées, brainstormer, voir quels sont les points saignants vers lesquels on peut aller et ensuite on reconverge pour trouver le problème. Et c'est vraiment toujours cette phase d'alternance entre je diverge, je m'ouvre mes chakras, je m'ouvre à tous les champs des possibles et je converge pour ensuite s'aligner, acter, choisir. Oui, choisir, c'est renoncer aussi, mais c'est pour pouvoir avancer et finalement être pragmatique et efficace parce que l'idée, c'est quand même qu'on sorte une solution. Donc, en cela, la méthode est exactement sur le même principe, ces phases de divergence et de convergence, aussi bien dans la manière d'appréhender la méthode, mais aussi dans la manière de prendre en compte le raisonnement du client qui va aussi avoir cette même démarche de je diverge parce que je m'ouvre les chakras sur ce qui existe, je me renseigne, je lis plein de choses et tout d'un coup je réalise que j'ai un besoin, j'ai un vrai problème et puis après je creuse sur la solution, je m'ouvre de nouveau les chakras pour voir toutes les solutions qui s'offrent à moi et enfin je décide à quelle solution j'abonde. Donc voilà. Et donc, j'avance un peu pour arriver au Canva. Voici le Canva. Et effectivement, ce que tu viens de dire, c'est qu'on a cette phase de divergence, convergence, divergence, convergence du côté du client pour comprendre son parcours. D'abord, l'identification du problème. Puis, la première convergence, c'est la décision d'investir. Puis, la recherche de solutions. Et derrière, la décision d'achat et l'ensemble des questions du Canva d'acquisition sont centrées sur ces deux grandes étapes du double diamant. Et comme tu le disais, effectivement, notre méthodo marche de la même façon. Il y a une première phase de divergence qui est le travail sur le Canva et qui est le fait d'essayer d'appréhender en atelier co-créatif le parcours d'achat du client à travers toutes ces questions du Canva d'acquisition. Puis une première phase de convergence qui est la formalisation du parcours d'achat. Puis on a de nouveau divergence sur ce qu'on appelle la matrice d'acquisition. On va en parler un peu tout à l'heure avec toutes les actions
que peut mettre un client pour faire progresser en place un client une entreprise pour faire progresser son client dans son parcours d'achat, et après de nouveau une phase de convergence qui est ce moment de priorisation du plan d'action qui doit être fait malgré tout avec des logiques de retour sur investissement et avec une logique aussi intéressante qui est de prioriser les actions qui sont sur la fin du parcours, parce que ça sert à rien d'investir sur le début du parcours. Si on n'est pas bon sur la fin, on va aussi en parler. Patrice, sur ces approches design thinking, sur ces approches de compréhension du client à travers des ateliers, alors c'est une méthodo simple parce que vous pouvez l'appliquer, prendre le livre et directement réunir vos équipes marketing, communication, vente pour commencer à formaliser ce parcours d'achat. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes façons de formaliser un parcours d'achat ? Il faut aussi suivre ses clients et voir comment ils le font. Donc on peut rester dans son bureau, on peut aussi aller vivre avec le client ce qu'il fait. On a pu constater malheureusement dans beaucoup d'entreprises que la dernière fois que le directeur marketing est allé rencontrer des clients, c'était jamais en fait. Voilà. Donc pour moi c'est essentiel pas seulement de se dire on va être empathique, on va essayer de comprendre, mais c'est essentiel de l'observer, c'est essentiel de le voir dans son quotidien, de comprendre dans sa façon d'interagir. Je laisserai répondre Christophe à la question du B2B, mais en fait, répondre à un appel d'offres ou aller dans une concession automobile, c'est finalement la même chose. Il y a eu tout un parcours avant, en fait. Ce que j'aimerais dire là, c'est que il se passe beaucoup de choses dans la tête des clients avant qu'ils ne deviennent clients et qu'on ne s'intéresse pas assez à ça pour moi, et on ne prend pas assez de temps pour essayer de rentrer dans leur tête vraiment et de voir un petit peu ce qui s'y passe, parce que le désir d'achat, le désir d'entrer en relation avec une marque, une offre, c'est aussi important finalement. Là, on va formaliser ce qui va se passer au moment où on a déjà un contact. Mais il y a aussi tout ce qui se passe avant. Et créer ce désir, c'est aussi extrêmement important. Donc, je pense qu'il faut être capable de diverger, parce que là, on parle beaucoup de ça et on se dit c'est magnifique, on va s'ouvrir les chakras, pour reprendre les mots de Virginie. Mais il y a très peu de gens qui le font vraiment, en fait. C'est aussi ça la difficulté, parce qu'on est un petit peu drivé par la moyenne. On est un petit peu drivé par ce qu'on a toujours fait ou les habitudes qu'on a eues, et on ne voit pas que c'est en train de changer. Et je pense que ça, c'est aussi ce côté un peu disruptif de la méthode, c'est d'essayer d'aller chercher ce qui est en train de changer. Je pense que c'est important d'interroger les clients, non pas sur ce qu'ils ont déjà l'habitude de faire, mais peut-être sur ce qu'ils aimeraient faire demain. Parce que si tu avais interrogé les gens sur l'idée des taxis, tu n'aurais pas créé une nouvelle application en mode Uber ou autre, et parce qu'en fait les gens n'auraient pas été capables de répondre ça. Enfin, je veux dire, j'invente rien, c'est ce qu'ont toujours fait des gens comme Apple ou autres, et ils ont toujours considéré qu'il faut essayer de sortir des gens de leurs habitudes et de voir un petit peu ce qu'ils seraient capables de faire si on sortait de ces habitudes. C'est aussi ça. La divergence, c'est proposer des choses qui n'existent pas. Et d'ailleurs, Jérémy nous a donné le résultat de ton sondage que tu avais proposé, qui interroge ses clients avant de réfléchir à sa stratégie. On a 30% jamais, 70% toujours. Je pense que les résultats sont gonflés, soit parce qu'on a une audience particulièrement au fait du marketing et des nouvelles pratiques, mais malheureusement, je crains qu'on puisse inverser les résultats si on s'applique à un public plus large. Christophe, tu voulais répondre à Claude ? Oui, il y a eu plusieurs choses déjà. Le sondage, les chiffres ont bougé entre-temps aussi, donc c'est plus les mêmes. On était à régulièrement 50%, parfois 44%. Mais c'est pas le même sondage en fait. À quelle fréquence consultez-vous? Non, mais je parlais des résultats du sondage d'avant. D'accord, c'est celui d'avant, ok. Ok, ça marche. Donc, par rapport à, je vais d'abord rebondir sur ce que disait Patrice, parce que c'est ce Canva, on parlait de vidéo.
mais c'est aussi un processus itératif, c'est-à-dire qu'en fait, la vidéo, il faut la remettre à jour régulièrement, et c'est pas parce qu'on a fait un canevas au début de l'année qu'il est encore valable à la fin de l'année. Et c'est des choses, en fait, quand on a écrit des choses, quand on a modélisé des choses, on va revoir son client, on va voir si ça fonctionne ou pas, on mesure ce qu'on a fait. Donc ça, c'est la première chose qui me semble absolument essentielle aussi dans un outil comme celui-là, c'est que c'est pas un outil, un instant T qui a une valeur absolue, c'est on est dans quelque chose de très itératif. Et après, pour répondre à Claude sur le monde du B2B, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce canevas, la genèse de ce canevas, de la matrice d'acquisition, des travaux sur le parcours d'achat vient du monde B2B. Personnellement, j'ai été directeur marketing dans différentes entreprises dans le monde du B2B et j'utilisais une sorte de squelette qui ressemblait vaguement à ce qu'on faisait, ce qu'on fait ici dans l'Acquisition Strategy Design, avec par contre des étapes clients qui étaient complètement standardisées, pas adaptées à mon entreprise particulièrement, etc. Mais rien qu'en posant déjà des bases de comment fonctionne mon client avant l'appel d'offres, c'est-à-dire dans la phase où il a besoin de se rendre compte d'un problème, et après comment il fonctionne précisément au moment de l'appel d'offres, donc la phase où il est dans la résolution de problèmes, déjà là, on a énormément progressé parce qu'on s'est dit, tiens, quels sont les documents, moi, en tant que marketing, que je peux construire pour que mon client, au moment de l'appel d'offres, déjà, il pense à moi. Tiens, si je lui faisais un guide de comment construire un appel d'offres, déjà ça, rien qu'en proposant ce guide-là, je sais que s'il le télécharge, c'est qu'il est intéressé. Tiens, dans sa phase de convergence de résolution de problème, il va devoir choisir. Je vais devoir créer un certain nombre de cas clients qui sont spécifiques à ça. Et hop, je vais créer des éléments comme ça. Et après, pareil, dans sa découverte du problème, je vais créer des documents de découverte, etc., etc. Mais ça se limitait pas qu'à ça se limite aussi à tout le travail des commerciaux. Un élément aussi qui était hyper important dans la conception de l'outil, que j'avais beaucoup en tête, c'était un travail de service décision qui expliquait quelles étaient les actions que les commerciaux faisaient dans les entreprises qui réussissaient le mieux. Et ce qu'on voyait, c'était que les commerciaux étaient hyper actifs et faisaient en général ce que les autres faisaient quand l'appel d'offres était tombé. Et eux, ils le faisaient en amont, c'est-à-dire faire des démos produits. Là, je parle de B2B technologique, particulièrement, mais faire des démos produits dans les phases amont et faire plein d'autres choses comme ça et travailler sur ce parcours d'achat et se dire, tiens, comment toutes les forces vives de l'entreprise, qu'elles soient marketing, commercial, peuvent interagir dans la découverte de problèmes. Ça se fait très, très bien en B2B. Donc, les entreprises qui travaillent par l'appel d'offres, évidemment, je vais asséner une vérité un peu péremptoire en disant ça. C'est pas au moment de l'appel d'offres qu'on la découvre. Il faut la découvrir avant l'appel d'offres pour influencer l'appel d'offres. Et donc, elle rentre parfaitement, en tout cas, dans ce modèle d'Acquisition Strategy Design parce il a d'abord été créé en pensant B2B pour après être testé dans le B2C. Rémi, comment s'est passé ce travail autour du canevas, le fait de se poser les questions, le fait d'y répondre en méthode d'animation? Je sais que Christophe a utilisé un outil qui s'appelle Mural pour animer cette partie. Ça s'est très bien passé. Et avant juste de venir sur l'outil, sur la séance en elle-même, je vais venir un peu sur ce principe de divergence, convergence. J'aime bien l'idée et ça met des mots un peu sur ce qui se passe chez nous. Et il y a aussi donc Patrice, tu disais ce principe d'arriver à s'ouvrir les chakras, etc. Je pense que nous, on a ça. Je pense qu'on a une équipe commerciale qui est plutôt volontaire et qui a des nouvelles idées, qui voit des choses et qui a envie d'évoluer. Et en fait, c'est presque nous, en fait, d'un point de vue marketing, où on est un peu pragmatique et on se dit, attendez, on a déjà un plan à essayer de tenir, on n'est pas très staffé vos bonnes idées, enfin vos nouvelles idées ont l'air pas mal, il faut qu'on puisse les creuser, mais là c'est compliqué. Nous, il faut qu'on se concentre sur ce qu'on fait parce que sinon, en fait, on le fait même pas. En fait, il faut qu'on assure quand même la base. Donc, je reviens à des niveaux un peu pragmatiques et terre à terre, mais c'est ce qui se passe chez nous aujourd'hui. On voit aussi qu'il y a des bonnes idées, qu'il y aurait des choses à creuser, mais on n'a pas forcément le temps. Et justement, avec, je pense, cette matrice-là, on va se dire, OK, où est-ce qu'on est positionné aujourd'hui, à quel moment, quelles actions, qu'est-ce qu'on va prioriser, qu'est-ce qu'on va déprioriser aussi, parce que choisir, c'est renoncer. Et donc, on va se permettre d'être un peu disruptif, un peu créatif sur certaines étapes, et les autres, un peu les abandonner. Et je pense que ça va donner des règles à tout le monde, juste de se dire,
vos nouvelles idées sont très très bien, mais c'est absolument pas la priorité aujourd'hui. Et ça, c'est très compliqué à dire aujourd'hui si on n'a pas si on n'a pas cette matrice-là, et si on n'a pas fait des choix en amont un peu théoriques en fait. Donc ça va amener aussi, je pense, un peu de sérénité dans les échanges, parce qu'on va pouvoir faire des arbitrages qui vont être justifiés, ce qui était peut-être plus compliqué à faire aujourd'hui. Et pour revenir sur la méthodologie, sur les outils, alors donc on a fait donc l'atelier Tech Acquisition Strategy Design dans le bon sens. Yes. Donc vendredi dernier, ça avait été décidé mi-octobre, juste pour la petite histoire, et on était encore confinement, pas confinement. On était, nous, à se dire, c'est un atelier où il y a 12 personnes, c'est important qu'il y ait des échanges, il faut absolument qu'on le fasse en présentiel, ça va être très très compliqué de le faire en distanciel, on n'y croyait pas trop, on n'avait pas encore eu l'expérience. Donc les décisions gouvernementales ont fait qu'on n'avait plus vraiment de choix, à moins de reculer tout de 3 mois, mais ce qui n'était pas du tout dans les plans. Donc on l'a fait en distanciel et on a eu la bonne surprise de voir que ça s'est bien passé, voire même très bien passé. Et on a eu le combo du coup Zoom qui nous permettait d'être tous ensemble et qui permet aussi de faire des petits groupes de travail. Donc on est 12 et à un moment on va être séparés en petites équipes de 2-3 personnes pendant un temps donné. Et après, on va revenir en plénière, on va dire. Et en parallèle, donc Mural, qui est un outil de post-it, je pense, qui est très utilisé dans le design thinking. Et l'innovation. Ouais, j'imagine, ouais, ça fonctionne vraiment très bien et ça permet de... nous, l'idée, c'était ça, c'est de sortir beaucoup d'idées, de pouvoir les trier facilement et de ne pas se limiter. Donc, l'outil n'a pas du tout été limitant. Les outils utilisés technologiques n'ont pas du tout été limitants. Au contraire, je pense qu'ils ont été... intéressant. On a débriefé un peu avec Christophe sur la productivité en fait, de se dire que les règles étaient très claires. On était en petite séance pendant 5 minutes, il fallait produire. On voit les timings qui baissaient. D'ailleurs, je crois qu'on n'avait pas le timing, on n'avait pas le chronomètre. Ce serait intéressant. Je ne sais pas si on peut l'avoir sur Zoom. Il n'y avait que le chronomètre. Il y a les deux. Non, t'as mis lequel alors? Il nous reste 60 secondes et là on est là. C'est un peu compliqué. Mais non, sinon ça s'est très bien passé, ça a bien marché avec tout le monde, avec des gens même qui sont un peu moins fanats de technologie, on va dire, qui ne sont pas allés chercher les derniers outils présents. Donc plusieurs générations, plusieurs sources de professionnels, on va dire, entre commerce, offre, marketing. Donc l'échange s'est bien passé, ça a vraiment structuré les choses. Et honnêtement, j'essaie de chercher quand même des petites choses à redire, mais j'en ai pas tellement en fait. On a vraiment fait la séance sur toute la journée et ça s'est bien passé, ça a bien structuré les débats. Et je vais rebondir un petit peu là-dessus aussi parce que il y a une complexité particulière dans cet atelier-là, c'est qu'on travaillait sur 2 produits en parallèle et donc du coup, même s'ils étaient liés, dès qu'on travaille sur, c'est-à-dire qu'en fait on avait 2 problématiques en même temps et donc dans un temps où en général on n'en fait qu'un seul de produit, il fallait gérer les synthèses et pour les 2. Du coup, ça m'a obligé à être hyper strict en termes de timing, à raccourcir un petit peu les choses et malgré ça, tout a été hyper productif et ça s'est hyper bien enchaîné. Et c'est vraiment un truc que là, moi, je peux vraiment le certifier. Moi qui étais à fond à dire le présentiel, c'est quand même super bien pour faire des ateliers de ce type-là. Je commence à me dire, est-ce que je préférerais pas tiens, Rémi nous a quittés. Est-ce que je préférerais pas animer des ateliers en distanciel parce qu'en termes de productivité, de focus, de qualité, de production, c'est même meilleur. Ouais, moi j'ai remarqué ça aussi. Je dois dire que t'as pas les petites conversations hors atelier, les interruptions pour regarder un truc à la photocopieuse et je sais pas quoi. Ouais. Et t'as tout le monde qui est concentré sur le même objectif et moi je dois dire que ça marche assez bien. Ouais, et il y a aussi le côté, on a des super pouvoirs en tant qu'animateur qu'on n'a pas en présentiel aussi. C'est le côté du je vous ai mis dans vos petites salles pour travailler ensemble, maintenant je décide que vous revenez tous, tout le monde revient à la seconde près. Donc ça fait il y a vraiment ce côté où le process drive vraiment complètement le travail et ça. Et par cette limitation de temps, par l'émulation que ça crée, ça donne des choses vraiment, vraiment intéressantes. Et je me pose la question,
chose que je m'imaginais pas me poser avant. Donc ça, c'est vraiment une expérience extrêmement riche à faire aussi comme ça. Donc voilà, donc c'est vraiment le petit feedback complémentaire de l'animateur. Par contre, pour ceux qui veulent aussi demain animer des ateliers en distanciel, prenez vraiment le temps de l'inclusion. C'est-à-dire là, dans un groupe comme celui-là, on a passé 3/4 d'heure juste à inclure les gens à travers les outils, donc maîtriser l'outil et apprendre à se connaître et à créer une sorte d'alchimie au départ, parce que cette alchimie-là, elle peut, quand on est en présentiel, elle se crée toute seule quasiment. Là, il faut la créer de manière un peu artificielle pour que derrière l'atelier puisse bien tourner. Je te voyais ne pas être toujours d'accord, Patrice, si tu veux mettre un petit mot et après je répondrai à la question d'Amine. D'abord parce que je suis jamais toujours d'accord. Ce serait trop facile. Non, en fait, je pense que oui, il y a un intérêt, et ça vient d'être décrit très très bien par Christophe, à le faire en distanciel. Moi, comme je travaille beaucoup sur le côté émotion et émotionnel, je dois vous dire que l'écran, ça reste un outil froid et que la connexion émotionnelle qu'on a en physique, on l'aura jamais aussi réellement. Ça passe pas à travers l'écran. Enfin, je veux bien qu'on fasse des efforts, soit de décor derrière nous, sauf s'il y a des gens qui apparaissent, ou même surtout s'il y a des gens qui apparaissent, soit de présentation, de maquillage et ce qu'on veut, mais c'est la puissance de l'émotion. En fait, tu l'aperçois dans la salle, ce que tu ne perçois pas à travers un écran déjà. En tout cas beaucoup moins. Je vois que Virginie n'est pas d'accord, mais en réalité, vous êtes moins émotionnel là, tous autant que vous êtes, mais je ne parle pas des 60 personnes qui sont, je ne sais pas plus, qui sont dans la salle, qu'on ne voit pas. Donc c'est quand même assez compliqué. En présentiel, évidemment, c'est autre chose, le rapport n'est pas le même. Alors, ça implique aussi des biais, forcément. Il y a aussi des biais qui s'installent entre les gens, parce qu'on regarde toujours son voisin, savoir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a imaginé. Et donc, ça influe sur notre propre capacité à élargir et à être créatif. Mais je pense que la créativité, c'est aussi de l'énergie. Et l'énergie, elle passe quand même beaucoup mieux en physique. L'émotion, c'est de l'énergie qui se déplace à l'intérieur de nous, mais elle se déplace aussi à l'intérieur de la salle, en fait. Et on le sent bien. Enfin, je veux dire qu'il y a dans un groupe, il y a toujours des gens qui ont une énergie positive plus forte que les autres et qui ont un impact, en fait, sur la créativité. Alors, quelquefois, on sent aussi je ne veux pas rentrer dans ces discours-là, mais néanmoins, on sent des gens qui sont négatifs ou réfractaires, on sent des gens qui sont très positifs et très volontaires, alors que derrière un écran, c'est beaucoup moins sensible, en fait, c'est beaucoup moins réel. Et je pense que ça a un impact. Je ne dis pas que c'est mieux, je dis que ça a un impact, et ce n'est pas la même façon de travailler. Pour avoir animé pas mal de séances de créativité ou design thinking, comme on voudra, en présentiel, je trouve que ça demande peut-être une autre expérience de manier un groupe et de le faire sortir des choses. Que je pense qu'on peut aller plus loin en fait en physique. Voilà. Bon, mais c'est un point de vue. Après, c'est peut-être parce que je suis moins à l'aise avec certains outils, mais je le fais aussi en distanciel. Ça marche aussi, mais je veux dire, ça marche pas de la même façon. Virginie, tu veux conclure ce débat ou Ouais, en tant que facilitatrice, c'est vrai que c'est un sujet que j'affectionne. Et tu as raison, Patrice, le présentiel ou le distanciel, c'est pas du tout la même chose. Et je dirais pas que c'est pas plus ou moins d'énergie, c'est une énergie qui est différente. C'est-à-dire que effectivement, en distanciel, tu es plus focus, mais tu crées aussi des temps et des interactions entre les gens qui est très très forte. En présentiel, tu as plus d'émotions et tu as plus aussi de capteurs différents et de manières de communiquer qui sont différentes, ce qui est moins le cas en distanciel. En revanche, je trouve qu'on a vraiment, je pense que dans la vie future, il faudra vraiment savoir manier les deux de manière à ce qu'on puisse obtenir des choses différentes, mais pour autant très fortes et très singulières dans les deux cas. En tout cas, c'est mon expérience.
Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais je vais Ouais. rajouter un truc. C'est pas simplement le côté énergie qui m'interpelle, c'est aussi le côté émotionnel. Et quand moi, je travaille beaucoup sur les mots et sur comment on va écrire une histoire ensemble. Et vraiment, il y a des réactions émotionnelles sur les mots qui sont en fait qui sont instantanées, c'est-à-dire qu'on contrôle pas, si tu veux. Et le problème du distanciel pour moi, c'est que forcément, ça introduit l'idée du contrôle. C'est-à-dire que tu vas réfléchir quand tu vois dans le chat, tu vois, il y a beaucoup de contrôle dans ce que les gens écrivent, forcément, parce que le fait d'écrire, c'est déjà réfléchi. Donc, c'est pas la même chose que ton émotion quand je te dis un mot. Et quand tu travailles sur ces mots, tu vois bien les réactions des gens. Et après, ils se disent, ah oui, peut-être que j'aurais pas dû dire ça, ou peut-être que ça, c'est pas exactement ce que je voulais dire. Oui, mais au départ, en fait, ta réaction, c'était ça. Et ça, tu le perds dans le distanciel. Tu perds le côté instantané. C'est ça aussi que je trouve important. Et notamment, et c'est pour ça que ça me semble, ouais, notamment sur je suis désolé d'être trop long, mais notamment sur l'idée de la divergence. Parce que quand tu demandes à quelqu'un d'avoir une idée qui est vraiment originale, qui sort de l'ordinaire, il faut que tu aies cette bienveillance, cette liberté de lui laisser la parole totalement et sans jugement. Mais si tu lui laisses le temps d'y réfléchir, en général, il y a beaucoup d'autocensure et il ne va pas oser le faire. Alors que dans le présentiel, tu as quelquefois des réactions spontanées qui sont plus fortes. Pas toujours, hein, mais voilà, la censure du poids social du groupe aussi intervient en présentiel, alors qu'en distanciel, tu es seul face à ton écran, donc c'est différent. Désolé d'avoir été on fera une table ronde dédiée à ce sujet, parce que c'est un vrai sujet d'actualité en ce moment. Et moi, effectivement, on a vraiment des avantages et des inconvénients sur les deux approches. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'approche distancielle, malgré tout, n'est pas aussi terrible qu'on aurait pu le craindre. Je pense que faut le prendre plus dans ce sens-là. Je pense que plein de gens avaient des réticences au distanciel et où on se rend compte qu'on arrive à très bien travailler de façon différente, mais à très bien travailler malgré tout en distanciel et avec des bénéfices et des inconvénients, mais aussi des bénéfices parce que c'est vrai qu'en termes de productivité, de concentration, il y a des choses qui sont assez surprenantes qu'a évoqué Christophe. Moi, ce que je vous propose, c'est d'avancer en répondant à la question d'Amine qui disait est-ce que c'est un mélange d'inbound marketing et de design thinking, et je vais y répondre à travers les quelques questions du Canva là-dessus. Alors du design thinking, bien sûr, le design thinking est vraiment au cœur de la méthodologie, un peu comme ça l'était au cœur de la méthodologie business model Canva avec le business model nouvelle génération qui a été une vraie inspiration de ce livre-là. On a repris le même format, on a repris la notion de Canva, mais cette fois-ci pas pour parler de marketing stratégique et de business model et pas pour parler de value proposition comme dans l'autre livre d'Alexandre Osterwalder, mais pour parler d'acquisition et de marketing vraiment opérationnel. Donc oui, le design thinking est au cœur de la méthodo. Et en revanche, l'inbound marketing nous a beaucoup inspiré. Vous le savez qu'une minute 30, on est pionnier leader de l'inbound marketing depuis 8 ans. Donc tous les ateliers, avant de faire des ateliers acquisition strategy design, et l'année dernière, on avait déjà fait un atelier avec Pixid et un autre consultant qui était encore à l'époque un atelier inbound marketing. Et c'est en fait les limites des ateliers inbound marketing qu'on faisait avant qui ont été à l'origine de l'invention de cette méthode, à savoir plusieurs limites. J'en ai déjà évoqué une, c'était la façon dont étaient, à mon sens, trop schématisés, trop simplifiés les parcours d'achat dans le cadre de l'inbound marketing, à savoir ce top, ce middle et ce bottom of the funnel, les grosses phases de sensibilisation, investigation, validation. C'est trop schématique. Dans plein de marchés, il n'y a plus de sensibilisation, les choses se passent différemment, etc. Et on peut pas juste caler ces phases-là sur tous les marchés, sur tous les parcours. Et puis l'autre limite que j'avais et qui me posait problème dans l'inbound marketing, c'est que l'inbound marketing s'était créé dans l'opposition à l'outbound marketing, donc l'idée de faire venir vers soi plutôt que d'aller interrompre. Donc les nouveaux médias que sont
le référencement naturel, le contenu, le marketing automation, les réseaux sociaux qui ont cette logique de création d'audience parce qu'ils sont intéressants plutôt que d'aller faire de l'interruption comme tous les médias payants, comme l'emailing, comme tous les modèles outbound, et que je me suis rendu compte que plein de clients qui venaient nous voir en disant qu'ils voulaient faire de l'inbound n'avaient pas intérêt à faire de l'inbound et avaient plutôt l'intérêt à faire de l'outbound parce que leur cible était extrêmement réduite et que quand on a 1000 clients potentiels, ça ne sert à rien de faire de l'inbound marketing et d'attendre d'être trouvé en référencement naturel, et qu'il vaut beaucoup mieux prendre son téléphone, prendre son email et contacter ces 1000 clients avec des discours intéressants, pas promotionnels, pas interruptifs, etc. Mais que l'inbound n'était pas la panacée, les 4 leviers de l'inbound n'étaient pas la panacée, que le digital qui est très que l'inbound qui est très digital, le digital n'est pas la panacée non plus. Et on peut encore faire du très bon marketing non digital avec des médias traditionnels, avec du print et des bouquins, ou le bouquin qu'on est en train de faire, etc. Et que à ce stade-là, il est beaucoup plus intéressant, et c'est le cœur de la méthode, d'approfondir une vraie compréhension des parcours d'achat, parce que c'est autour des parcours d'achat qu'on peut construire les stratégies, c'était notre premier point, et puis aussi d'aller au-delà des 4 leviers de l'inbound marketing et de voir comment tous les leviers du marketing, de la com et de la vente, et on va en parler tout à l'heure, peuvent participer à faire progresser le client dans son parcours d'achat. Donc voilà en quoi c'est différent de l'inbound, mais malgré tout, où il y a des éléments de l'inbound qui sont très importants, parce que l'inbound va très loin dans la compréhension des contenus pertinents pour les clients, pour les faire progresser, et c'est des questions qu'on pose dans le Canva, avec des questions bien sûr sur les éléments de la décision. J'ai sauté 6 questions, mais je voulais revenir sur 2 types de questions liées au début du parcours et à la fin du parcours, donc une vraie réflexion sur les mots-clés, parce qu'on se rend compte que dans chaque marché, il y a des mots-clés spécifiques, il y a des terminologies, et que c'est important de les faire ressortir, parce que ça va être le cœur de la stratégie de contenu et de la stratégie de référencement naturel, et le Canva va permettre de faire ressortir les mots-clés. Et un autre élément que je trouve assez intéressant, c'est la temporalité. On n'en parle pas beaucoup ou pas assez souvent dans les méthodes, et en particulier inbound et autres. C'est de bien comprendre les cycles de vente qui vont se décomposer dans le cycle de prise de décision qui peut être très très long, et les cycles d'achat qui peuvent être aussi longs et qui peuvent être coincés aussi par les périodes de renouvellement de contrat, par les périodes de concours dans le monde de la formation, et qu'il est toujours très important de comprendre les temporalités, parce que c'est autour des temporalités que peuvent se caler des stratégies, des actions promotionnelles, etc. Et effectivement, en ce moment, on est dans Noël et on est dans le Black Friday. On voit bien que l'acquisition au moment du Black Friday ou l'acquisition au moment de Noël a une temporalité particulière qui ne sera pas la même que début janvier. Vous avez, sur ces aspects temporalité, mots-clés, c'est des sujets sur lesquels vous avez des petits éléments de complément avant que j'attaque la formalisation des parcours d'achat. Donc, non, j'avance alors. Non, on a déjà trop parlé de mots tout à l'heure. Juste petit élément, parce que je passe devant, dans tout le livre, on a une illustration de la méthode à travers une équipe sous forme un peu de bande dessinée. C'est l'équipe de la vache pourpre, c'est un clin d'œil à Seth Godin, équipe qui vend des téléphones et des logiciels, donc en B2B et en B2C, qui vont permettre d'illustrer l'application de la méthode et vous faciliter la compréhension de cette méthode pour vous l'approprier. Je vais au parcours d'achat, à sa représentation, petite marque sur l'achat qui est jusqu'au parcours d'acquisition qui est jusqu'au premier acte d'achat, l'usage qui va nous intéresser, sur la fidélisation. Moi, ce que je vous propose, et ça peut être toi, Christophe, de bien expliquer la différence entre étape de maturité et action du client. Parce que ça, c'est un élément hyper important dans la méthodo. C'est, à mon sens, le plus difficile, c'est de bien cerner les étapes de maturité, parce qu'après les actions, c'est assez facile, mais les étapes vont être très structurantes. Oui, les étapes, c'est vraiment se dire,
C'est assez difficile à qualifier. On a beaucoup cherché nos mots sur comment expliquer ce qu'est une étape. Mais passer d'une étape 1 à une étape 2, c'est vraiment se dire mon client, il a changé de statut. Il y a quelque chose qui a changé chez mon client entre l'étape 1 et l'étape 2. Typiquement, l'étape première, en général, va toujours tourner autour de la découverte du problème. Avant, mon client ne savait pas qu'il avait un problème. Maintenant, il le sait. En B2B, on a souvent une deuxième étape. On va préciser suivant la typologie d'offre, etc., qui va être maintenant que je sais que j'ai un problème, par contre, mon entreprise ne le sait pas. Donc, la deuxième étape, c'est souvent, ça va jusqu'au moment où l'entreprise, dans sa globalité ou dans son organe de direction, a compris qu'elle a un problème, etc., etc. Donc, après, une étape, ça peut être maintenant, j'ai un feu vert pour investir. Maintenant, j'ai une shortlist. Maintenant, j'ai choisi l'acteur avec qui je pense vouloir travailler. Mais j'ai besoin de faire encore un POC pour signer définitivement, etc., etc. Donc, ces étapes-là, c'est vraiment comment mon prospect passe d'un mode de fonctionnement, d'un mode de pensée, d'un mode de compréhension à un autre. Et c'est d'identifier ces différents modes-là. Et ça, c'est effectivement l'exercice le plus difficile, clairement. Et c'est là où le travail dans le canevas précédent plus potentiellement l'approche du consultant et l'ouverture du groupe va permettre de faire émerger ces choses-là. Et une fois qu'on a défini ces étapes, on va pouvoir se dire, là, dans des exercices de divergence assez classiques, de créativité assez facile, de se dire, dans cette étape-là, quelles sont toutes les actions que cherche à faire mon client? Et là, ces étapes-là, ici, on a mis action 1, 2, 3, 4, elles peuvent être dans un certain ordre. Parfois, elles peuvent être dans un ordre mélangé. Peu importe, c'est pas tellement important. L'essentiel, c'est de les identifier, se dire, voilà, mon client, pour découvrir son problème, de l'état du j'ai pas découvert que j'ai un problème jusqu'à sa découverte du problème, qu'est-ce qu'il va faire? En général, il va participer à des groupes de pairs, des groupes sectoriels, il va lire la presse, il va potentiellement accepter des appels de ses commerciaux habituels, etc., etc. Donc, c'est se dire tout ce qu'il va faire à ces moments-là qui vont influer le passage de l'étape 1 vers l'étape 2. Et c'est en listant après toutes ces actions-là que derrière, on pourra aussi se dire comment nous, entreprise, sur ces actions en question, je peux influencer. Parce qu'en fait, on n'influence pas sur l'étape en tant que telle, on influence sur les actions que font les prospects, les clients, pour avancer dans sa réflexion. Alors, on influence sur les actions pour que le client franchisse l'étape. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça qui est hyper structurant, c'est que si on se plante sur la compréhension des étapes, on n'influence pas dans le bon sens. Et on fait pas le bon travail. Et vraiment, j'insiste là-dessus et on donne des outils dans le bouquin pour s'assurer qu'on a trouvé les bonnes étapes, etc. Entre autres, l'un des outils, c'est de dire qu'une étape, on va l'écrire sous la forme jusqu'à que quelque chose. Donc, c'est le moment de franchir quelque chose. Mais on a aussi des outils, on donne des clés pour bien s'assurer que les étapes soient bien distinctes et qu'on ait vraiment un changement. Typiquement, une étape, tu l'évoquais, ça peut être le passage dans un comité de direction quand on est en B2B et il y a beaucoup de monde qui est en B2B dans la salle. Le fait que dans un comité de direction, il y a eu la décision d'investir, le fait de dégager un budget, de lancer un appel d'offres, ça c'est une vraie étape. Le fait que si on est dans le monde de la formation, que des gens se sont inscrits ou pas à un concours, ça c'est une étape. Et on va aller chercher une étape, ça peut être aussi qu'il a découvert une méthode par rapport à la vente d'un atelier Acquisition Strategy Design ou à la vente d'une prestation 1 minute 30, une étape qui peut être clé dans notre parcours d'achat, c'est le fait de découvrir la méthode Acquisition Strategy Design, parce que là, ça crée un embranchement dans le parcours par rapport à toutes les autres agences qui n'ont pas mis en avant cette méthode. Donc, il faut aller cerner en profondeur dans ce parcours d'achat des vrais moments clés qui font que le client a changé de position, à changer de statut, à avancer dans sa compréhension. Et c'est vraiment ce découpage par étapes qui est clé parce que ça va être aussi, à mon sens, et ça c'est la réflexion aussi sur le rôle du commercial et comment le commercial peut accompagner le client dans son parcours, c'est d'être capable de dire, tiens, il est encore à cette étape, il l'a pas encore franchi,
et je donne tous les outils pour qu'il franchisse et qu'il passe à l'étape suivante. Et il y a des étapes sur lesquelles on n'a pas la main, parce que si on est en concurrence avec des confrères, il y a une étape qui est celle du client, qui est de choisir ou d'étudier l'ensemble des propositions. Et il faut laisser le temps de cette étape se faire parce que on maîtrise pas le délai de réponse des confrères, par exemple. Donc voilà vraiment un des vrais nœuds et complexité du modèle, c'est d'être capable de bien cerner ces étapes, parce que c'est autour de ces étapes qu'on va construire notre plan d'action, nos indicateurs aussi de suivi, de progression du client dans son parcours d'achat, et peut-être aussi nos méthodes de vente. Dernière ligne du parcours d'achat, c'est les émotions. Si Patrice, tu peux nous faire un petit mot sur l'influence des émotions dans ce parcours d'achat, et je vais essayer de cliquer suffisamment vite là-dessus, l'outil n'est pas extrêmement idéal, jusqu'à l'histoire d'un client tel que tu nous l'as raconté dans le livre. Je te laisserai la raconter avant même que j'arrive de cliquer, parce que je pense que j'ai une 50aine ou 60aine de clics à faire pour arriver jusqu'à l'histoire. Oui, mais avant que tu partes dans les clics, est-ce que on peut juste voir la slide d'après, parce que voilà, tu vois, on a une question, je regardais ça, on a une question de Frédéric sur l'idée que sur le slide d'avant, la dernière émotion est négative. En fait, la dernière émotion, évidemment, du parcours, elle est positive ici, hein, vous la voyez là, mais sur celle d'avant, effectivement, sur le slide d'avant, l'étape 2 se termine par une émotion négative. Alors pourquoi ? Parce que c'est le moment, finalement, où on se rend compte que choisir une solution ne va pas être facile, parce qu'il y a évidemment plusieurs possibilités qui s'offrent à nous en général, et c'est un moment de tension que de devoir faire un choix. Et évidemment, on a vu que si la première étape c'était la révélation de la difficulté, la prise de conscience qu'on a un problème à résoudre, ou un besoin, et on peut le dire comme ça aussi, l'étape 2, c'est ce moment où on va se rendre compte qu'il y a pas mal de choix qui s'offrent à nous, hein, quand on est le client potentiel, et que faire des choix, c'est toujours difficile en fait. C'est un moment de stress énorme pour n'importe qui, et c'est évidemment dans ces moments-là qu'on va ou bien se lancer dans un appel d'offres, ou bien mettre en compétition les propositions, ou bien procrastiner en se disant en fait je ne sais pas choisir, j'y arrive pas. Donc il y a une étape extrêmement difficile dans le parcours à ce moment-là. Alors évidemment notre idée c'est quand même que le parcours se termine bien, hein, parce que moi j'aime bien les happy endings, et je pense que c'est le cas de tout le monde, et que donc à la fin on a trouvé effectivement une solution. Donc on est sur un choix heureux, comme vous le voyez là, dans la partie résolution du problème. Donc au fil du parcours, ce qu'il faut comprendre, c'est que le client vit des émotions extrêmement difficiles et des émotions positives grâce, évidemment, aux réponses qu'on lui permet de trouver. Mais l'analyse de ces émotions nous permet justement de voir à quel moment et quel type d'action on pourrait lui proposer pour le sortir de l'impasse ou d'une émotion négative, et le faire, au contraire, arriver vers quelque chose qui soit heureux pour lui, qui soit plaisant, et qui soit bien sûr heureux pour nous en même temps. Donc c'est aussi ça, c'est aussi comprendre qu'il y a des actions qui permettent de rassurer, il y a des actions qui au contraire peuvent peut-être à un moment donné créer de la tension et peut-être de la peur, hein, vous le savez bien, choisir un, si on parle de B2B, choisir un prestataire ou un partenaire avec qui on va travailler, forcément c'est pas évident, c'est un moment difficile. Donc on va demander la validation. Tout à l'heure, Gabriel, tu parlais de validation du budget. Valider un budget auprès de sa direction, c'est aussi un moment de tension. Donc, il faut accompagner. C'est là le rôle de ces petites émotions qu'on n'a pas placées tout au long du parcours. C'est pour sensibiliser sur le fait que les actions ne sont pas neutres émotionnellement. Il y a des actions que l'on doit mener pour justement prendre en compte les émotions que vit le client tout au long du parcours, et essayer de l'accompagner et de lui dire que ça va bien se passer, puisque finalement c'est ça le message qu'on veut donner. Voilà, alors, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais vous voyez bien que ça dépend aussi du
process, pour reprendre le mot. Et tout à l'heure, tu parlais de sa temporalité. Ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que nos émotions changent avec le temps et la perception qu'on avait à un moment elle peut avoir complètement changé le lendemain ou une semaine après. Et ça nous est tous arrivé, je crois, d'avoir une reprise de contact qui n'est pas du tout sur le même mode ou sur la même tonalité émotionnelle que la dernière fois où on s'était parlé, en fait. Par exemple. Moi, j'ai vraiment compris un truc en commerce il y a quelques années avec Blair Haynes qui disait les 3 étapes de la vente. La première, c'était d'aider les gens qui n'étaient pas au courant, les unaware. Après, c'était inspire the intent, donc un vrai travail d'inspiration. Et le truc que je savais assez bien faire, mais le truc où j'étais très mauvais parce que je l'avais pas compris, c'était qu'il fallait réassurer les intéressés. Et qu'on passait d'un moment d'inspiration à un moment de réassurance, et qu'en fait, personnellement, c'est pas du tout la même chose d'inspirer. T'es vraiment dans la divergence qu'on évoquait et dans quelque chose de foisonnant où tu donnes plein d'idées. Et à un moment donné, quand quelqu'un est intéressé, il faut vachement le rassurer et donc être dans la convergence, être dans la méthodologie, être dans la structure. Et j'ai appris plein de choses juste en comprenant que à un moment, on passait de cette notion d'inspiration à la notion de réassurance. C'était hyper important parce que le client passait du moment où il est intéressé au moment où il veut acheter, quoi. Et quand il veut acheter, il a peur. Exactement. Et donc, moi, ça m'arrive assez souvent de dire ça va bien se passer au moment justement où on en est là, on en est à envisager de travailler ensemble. Donc le client est sur le point de prendre sa décision, et quand tu lui dis ça va bien se passer, ça lui fait du bien. Ça paraît idiot, mais je veux dire c'est super important la réassurance dont tu viens de parler. Et de la même façon qu'avant, il faut aussi lui dire que ça va tout changer. La phase d'inspiration, c'est quand même que tu vas créer quelque chose, que tu vas l'aider à changer, tu vas l'aider à progresser. Et donc ça, c'est effectivement une émotion différente. Et c'est une émotion qui peut être positive et pour certains générer quand même une appréhension. Le fait de dire on va tout changer, tu vas voir, ça va être génial, on va faire des choses nouvelles. À la fois c'est inspirant, à la fois c'est excitant, mais aussi ça génère un peu d'appréhension forcément face à la nouveauté ou à quelque chose de différent. Donc il y a cette phase de réassurance qui vient et qu'on a, je crois, symbolisée par les petites émojis dans le parcours. Voilà, je ne vais pas être trop long parce que je suis trop bavard à chaque fois. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-là en tout cas. On a eu pas mal de questions dans la salle auxquelles Christophe a un peu répondu, mais il y en a une que je trouve importante sur laquelle c'est celle de Bruno autour du nombre de personnes impliquées dans un parcours d'achat et sur la notion de client ou de persona. Ce qui est intéressant dans le parcours d'achat, c'est que finalement toutes les personas sur lesquelles on travaille en inbound marketing ou autre vont se retrouver dans le parcours. Et ce qui va être intéressant, on parlait de photos par rapport à la vidéo, c'est qu'on va avoir une première persona qui est à l'origine du parcours et elle va impliquer au fur et à mesure l'ensemble des autres personas. On va parler de buyer group si on reprend les notions de Cyrus Décision, et on va avoir comme ça la cinématique de toutes les personnes impliquées tout au long du parcours, et en cela on sera plus complet que de traiter les 5 personas individuellement. Le parcours d'achat permet de traiter toutes les personas en même temps dans cette logique de la prise du parcours d'acquisition. Ça, c'était un point que je voulais évoquer. Et en fait, on construit les parcours d'achat non pas autour des personas, mais autour des offres. On fait le parcours d'achat d'une offre par rapport à une autre. D'une offre pour une cible, hein. Typiquement, si on a plusieurs cibles largement potentielles, on peut avoir plusieurs offres. Mais en fait, c'est le parcours d'achat offre par offre qu'il faut le faire, et c'est ce que vous avez fait dans l'atelier avec Pixid d'ailleurs. Ça, c'était un élément important. Il y avait une question sur la communication de crise, on va en parler tout de suite, et ça va faire la transition avec la cartographie de l'acquisition et toutes les actions qu'on met en place pour faire progresser le client dans le parcours d'achat. Malheureusement, il y a plein de questions sur des cas particuliers. Il y a Philippe qui nous parle des trottinettes électriques, il y a Amine qui nous parle de la chaîne touristique, il y a les solopreneurs.
la méthode s'applique à tous les marchés. Pourquoi? Parce que tous les marchés ont ont des clients qui ont des parcours d'achat. Donc à partir de là, ça peut s'appliquer quelle que soit votre activité. À partir du moment où il y a une offre et des clients, il faut que ces clients progressent, avancent étape par étape, action par action, jusqu'à l'achat. Vous pouvez décomposer ça sur votre marché, appliquer la méthode. Je vous invite à utiliser le Canva. Le Canva d'acquisition est téléchargeable en ligne avec l'ensemble de ces questions. Le livre coûte que 39 €, donc vous pouvez tous acheter le livre, le lire, l'appliquer. Vous voyez comment c'est appliqué pour la vache pourpre. Le faire entre vous avec votre équipe commerciale, avec votre équipe marketing, avec votre équipe com, si vous avez une équipe. Si vous êtes solo, on a aussi une formation de Eric Robin qui réunit 5 ou 6 solo entrepreneurs pour travailler ensemble sur la méthode. Au cas où, Jérémy, tu peux mettre en avant la Business Takeoff. Donc c'est assez facile à faire, mais il faut prendre quand même du temps pour étudier chaque marché et on va pas être en capacité de traiter ça dans les 20 minutes qui nous restent, en sachant qu'un canevas d'acquisition à remplir, on est au moins sur 2-3 heures si on est en groupe pour le faire évoluer, même voire plus. Donc il faut vraiment compter au moins une journée pour dérouler l'ensemble de la méthode. Voilà par rapport à toutes les questions. Patrice me suggère de demander à Rémi s'il a pris en compte les étapes et comment. Et puis aussi, est-ce que vous avez fait les émotions ou pas, Christophe et Rémi? Moi, je les fais pas toujours. Parce que en B2B c'est pas bien, hein. Mais en B2B sur le compte de la journée c'est pas toujours. Mais en revanche dans plein de cas de figure, c'est pertinent. On l'a fait sur le marché de l'assurance, on a fait les émotions, et dans l'assurance il y a quand même beaucoup d'émotions. Il y en a peut-être parfois moins dans le logiciel ou dans certains trucs. Rémi, à toi la parole. Et après, oui, version in English soon. C'est en cours de traduction. Donc du coup, est-ce qu'on a pris en compte les étapes, comment? Et ça rebondit aussi sur une autre question qui me demandait ce que j'avais appris de cet atelier-là. Alors l'atelier s'est déroulé il y a une semaine. Donc c'est un peu tôt pour avoir pris en compte, on va dire, et avoir tout changé chez nous. J'ai la conviction que ça va changer des choses et que ça va... En fait, ça va pas tout changer, ça va plutôt nous réorienter, nous guider, en fait. C'est qu'on va continuer à faire des actions. On a, nous, une volonté de plus investir et de faire plus de choses. On n'en faisait pas beaucoup il y a 2-3 ans, donc ça va dans le bon sens. Et ça va surtout nous servir, en fait, à guider les actions, à prioriser et, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, à arbitrer éventuellement. Parce qu'on peut avoir plein de bonnes idées, mais si elles ne rentrent pas dans une démarche structurante, ça va nous faire perdre beaucoup de temps. Il y avait notamment une idée qu'on avait discutée avec Christophe, c'était l'idée de ne pas faire des coups, en fait. Parce qu'on peut avoir une bonne idée, faire un coup, mais pour refaire quelque chose, ça va demander beaucoup de temps. Enfin, pour en faire une deuxième action, il faudra avoir une bonne idée, retravailler, refaire un coup. Et en fait, il vaut mieux avoir une démarche plus structurée avec des choses qui sont des mouvements de fond, un peu comme ça, que viser que sur des coups. Qu'est-ce que j'ai appris suite à ça? Alors, est-ce que j'ai découvert des choses? Oui, j'ai découvert des choses. Je pense que l'idée du process comme ça, je l'ai découvert vraiment les différentes étapes qui peuvent se passer dans une entreprise cliente. On l'a vraiment détaillé. Je pense on doit avoir 15 ou 20 étapes vraiment différentes de la personne commence à... Nous, on parle de RH, donc typiquement, les opérationnels se rendent compte qu'ils ont des problèmes de recrutement. Les opérationnels vont faire remonter le besoin au RH. Les RH vont en parler à leur direction. Ils vont décider, peut-être faire un comité et décider de ça, etc. Donc, en fait, j'ai appris, j'ai découvert de la finesse, en fait, plus dans ce process-là. Même si on avait peut-être une idée globale, c'est des idées qu'on avait, mais on a ramené un peu plus de finesse à l'intérieur. C'est important aussi pour identifier les étapes clés sur lesquelles on va essayer de se positionner. Et typiquement, oui, ça m'a ouvert les yeux et ça me donne des idées sur, par exemple, les appels d'offres. On n'avait pas spécialement de marketing de ce point de vue-là, parce que pour moi, c'était quelque chose de très
cadré, en fait. Il y a des plateformes pour ça. Nos commerciaux faisaient de la veille là-dessus. Mais là, on a vu que ça pouvait être, par exemple, un point important et un point clé. Donc, on va se dire, est-ce qu'on va orienter des actions autour de ça? Donc voilà, pour répondre au global, j'ai pas découvert le process, mais j'ai découvert plus de finesse. En fait, on a mis plus de finesse dans le process. Et oui, on va prendre tout ça en compte, on le mettra en œuvre et surtout, on va encore une fois prioriser et arbitrer. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Et du coup, on va se poser moins de questions sur qu'est-ce qu'on va faire plus tard, même si ce process-là, comme tu disais Christophe, il faudra le réitérer, il faudra le revoir, mais ça donne quand même une carte d'action et un plan d'action qui est intéressant et qui va être plus confortable pour nous et qui va nous permettre de faire plus d'actions plus concrètes et on espère plus efficaces. Tu veux dire un mot, Virginie, et après moi je lance la vidéo sur la cartographie. Oui, parce que ça me fait penser à l'objectif du projet, c'est que il y a besoin d'avoir une vision systémique et ça c'est aussi une conviction, c'est de pouvoir avoir cette vision systémique sur l'ensemble des actions et aussi derrière de pouvoir faire travailler collectivement différentes équipes. T'as parlé de plusieurs intervenants et donc des équipes différentes et la structure permet vraiment de pouvoir s'aligner, enfin d'avoir une réflexion collective, mais après de faire des choix alignés. Parce qu'on a des canevas identiques de discussion où on réunit notre information globale. Et c'est en cela que la méthode, elle est hyper puissante et que du coup, elle s'adapte à plein de secteurs différents, quels qu'ils soient, qu'on le manipule. Après, il faut l'approprier et l'adapter à son entreprise. Mais du coup, c'est vraiment l'objectif de la méthode à l'origine et des convictions à ce sujet. Ça fait la super transition avec la cartographie de l'activité. Voilà. Donc, qui est la deuxième partie du livre. Il y a toute une partie qui détaille la méthode, qui détaille les 4 étapes. On a beaucoup parlé là du Canva, de la formalisation du parcours d'achat. Et puis après, on a la matrice d'acquisition qui consiste à regarder action par action. Qu'est-ce qu'on peut faire nous, action du client par action du client. Qu'est-ce qu'on peut faire nous, entreprise, comme action d'acquisition pour toucher le client et le faire progresser et le faire changer d'étape. Et ces actions, l'ensemble de ces actions, on est agnostique et systémique. On n'est pas que dans le marketing, la com ou la vente. On n'est pas que dans le digital ou dans le tradi. On a vraiment cette vision complète qui se traduit dans la cartographie de l'acquisition qu'on a faite, à savoir avec toutes les spécialités du marketing, de la com et de la vente. On va passer nos micros en mute et je vais lancer la vidéo. Elle dure elle aussi 2 minutes. Et puis après, on pourra prendre les dernières questions, conclure, et on aura les 3 autres webinaires pour rentrer dans le détail de chaque action autour de la com, autour du marketing et des ventes. À tout de suite après la vidéo. Je ferme le micro de mon côté. Qui regroupe de façon transversale plusieurs spécialités dont les 3 principales sont la communication, le marketing et la vente. La communication consiste à transmettre un message. La communication financière, institutionnelle et interne ne font pas partie de l'acquisition, à contrario de la communication commerciale dédiée à la vente. Celle-ci est composée de la communication de marque, de l'achat média, des relations publiques qui incluent toutes les parties prenantes, presse, influenceurs, partenaires, etc. et de la e-réputation. Le marketing et en particulier le marketing opérationnel sont au cœur de l'acquisition, à l'exception néanmoins du marketing stratégique, de la fidélisation et du marketing international. Le marketing produit consiste à définir le produit adéquat par rapport au marché. Le pricing consiste à définir les prix des produits. Les études à tester auprès du public. Le marketing de la distribution rapproche les produits des consommateurs. Il s'appuie sur la communication de proximité et est révolutionné depuis ces dernières années par l'e-commerce, qui est arrivé avec toutes les nouvelles spécialités du marketing digital, dont bien sûr le référencement naturel payant est maintenant sur les places de marché, et aussi l'achat média en ligne, sous toutes ses formes. Display, affiliation, social ads, native ads, retargeting, le social media marketing, le marketing mobile et le marketing de la performance. Le marketing de contenu existait déjà, mais il a été terriblement renforcé par le digital, tout comme le marketing relationnel, qui a bénéficié de nouveaux canaux de marketing direct et de nouveaux outils, produisant toute une somme considérable de données. 3e composante essentielle de l'acquisition, la vente, avec la prospection commerciale, l'avant-vente, la négociation et maintenant les nouvelles techniques de social selling. Elle n'inclut pas dans l'acquisition la gestion de compte qui se passe après l'acte d'achat.
et donc une fois que l'acquisition client est achevée. Retrouvez toute la cartographie de l'acquisition détaillée et la méthode pour construire son plan d'acquisition dans le livre Acquisition, stratégie design, plan marketing nouvelle génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30 Publishing. Bon, ça s'est coupé sur la fin, mais tout va bien. J'ai assez le livre version papier, je l'ai reçu. Peut-on le recevoir en version digitale? On n'en a pas fait encore une version digitale, mais on va en faire plein de livres blancs distincts. Donc, on va pouvoir retrouver non pas l'intégralité du livre, mais une grosse partie du livre, en particulier le canevas, en particulier les modèles. Et puis après, on a des livres blancs par spécialité. Donc, on est vraiment dans le recyclage de contenu qu'on réutilise sur les réseaux sociaux, en livre blanc, en article, en livre. Donc là-dessus, on applique ce qu'on propose à nos clients. Jérémy a mis le lien de la vidéo. On va avoir les 3 tables rondes suivantes pour parler plus à fond de la communication, et ça, ce sera à 11h, du marketing à 14h et des ventes à 16h. Donc, on va pas rentrer là-dedans. Ce qui est intéressant pour rester sur la méthode, c'est comment se fait, et là je m'adresse à Christophe, à Rémi, à Virginie, comment se fait, est-ce que la partie trouver des idées, des actions d'acquisition en regard des actions du client, c'est facile. Si vous pouvez donner un exemple de comment ça se passe, pour que ce soit concret. Moi, je trouve que cette partie-là est assez facile et en fait, on a plein d'idées, mais je vous laisse l'évoquer. Ouais, c'est les deux. C'est facile et difficile en même temps. C'est-à-dire que c'est facile dans le sens où il y a plein d'idées qui sortent. Là où je trouve que c'est un peu plus difficile, c'est réussir à faire sortir les personnes, les groupes qu'on accompagne des outils qu'ils connaissent. C'est-à-dire, tiens, on peut mettre ça, on peut mettre ça, on peut mettre ça parce que ça, je connais. Mais se dire, tiens, là, à ce moment-là, on peut faire quelque chose de complètement différent, de nouveau. Alors là, pour le coup, je suis embêté parce que tu m'as demandé un exemple et j'en ai pas là en tête tout de suite. Mais c'est vrai que ma grosse difficulté, c'est d'essayer de dire, alors vous avez mis ça, mais est-ce que vous avez pensé à inclure à ce moment-là les commerciaux à cet endroit-là, inclure du digital à ce moment-là, sortir du classique réseaux sociaux pour faire aussi ça. Et là, je suis souvent obligé d'enlever ma casquette de facilitateur pour prendre ma casquette de consultant et apporter du savoir. Parce que effectivement, on retrouve parfois des choses peut-être un peu trop classiques. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que les choses classiques qui étaient avant chez le client circonscrits à certaines étapes précises, souvent dans la phase de découverte de problème, on se dit, tiens, maintenant, comment je peux utiliser les réseaux sociaux, comment je peux utiliser certains contenus dans d'autres phases. Ça, c'est là où déjà le processus créatif se fait super bien. Donc, moi, je répondrais une réponse mitigée, c'est facile d'un côté et c'est difficile aussi de l'autre par ailleurs. Moi, juste un petit point, parce que dans la pratique des ateliers aujourd'hui, je me rends compte que c'est intéressant de faire le travail sur les actions d'acquisition en partant de la fin du parcours. Donc, on construit le parcours en partant du début, donc en partant de la découverte des problèmes, de où ils viennent, donc pour remonter très en avant. On remonte quand on va chercher à faire progresser le client dans ce parcours. Ce qui est intéressant, c'est de partir de la fin. Et très souvent, quand on part de la fin, il y a beaucoup de choses qui vont être liées à l'offre, qui vont être liées aux outils de saisie propres au client, qui vont être assez liés à l'offre. Et on va voir qu'on va faire remonter des idées d'amélioration, d'évolution de l'offre, d'évolution des outils pour réussir l'offre. Et puis, on va au fur et à mesure remonter à des choses qui sont plus de l'ordre du marketing et de la com. Et que en faisant le parcours dans ce sens-là et en cherchant des pistes d'amélioration dans ce sens-là, on commence à remettre en cause des choses qui étaient faites et pas toujours bien faites. Et c'est ça qui va ouvrir, être intéressant en divergence. Et moi, je trouve que ça se fait plutôt assez bien. Virginie.
Ouais. Alors moi, je trouve par expérience que la partie brainstorming et recherche d'idées est sûrement l'une qui est la plus faite et plus finalement entre guillemets facile. La difficulté, en effet, c'est d'arriver à faire diverger complètement et du coup d'y passer le temps nécessaire pour aller ou les techniques nécessaires pour oublier son offre un instant et partir plus loin, parfois même beaucoup plus loin et oser. Donc là, c'est avec des techniques du type de rebondir sur les idées des autres, d'être vraiment dans la quantité, de passer vraiment du temps à dire de la quantité parce que au bout d'un moment, on a des phases comme ça au niveau des idées qu'il faut qu'on va en sortir une vraie bonne et de s'exclure aucun jugement, de aucune contrainte. Donc après, il y a plein de techniques. Et pour moi, la difficulté, elle n'est pas tant là, elle est plus à l'étape d'après de choisir ensuite parmi toutes ces idées parce que l'idée c'est finalement on peut en avoir plein mais par contre il faut choisir laquelle on travaille plus précisément et comment on la met en œuvre et cette phase de convergence est pour moi peut-être plus le point de passage un peu plus compliqué. Rémi? Ouais, alors juste un petit détail, je pense que Christophe parlait d'un peu ce qu'on a vécu la semaine dernière où il y a eu beaucoup d'idées qui sont sorties, beaucoup de choses je pense qu'on connaissait déjà, mais c'était nécessaire d'avoir cette quantité-là et de se dire ok, on va déjà sortir tout ce qu'on a, on va le structurer selon les étapes, peut-être qu'il y a des éléments qu'on avait à une étape qu'on va mettre à une autre étape. Mais si on n'a peut-être pas été les plus disruptifs la semaine dernière, je pense que d'avoir ce canevas-là, une fois créé, ça va nous permettre aussi, ça va permettre à certains profils qui vont être justement plus créatifs. Je pense que souvent on la retrouve dans les équipes marketing. Nous, je sais qu'on en a aussi dans les équipes d'offres. De pouvoir donner des idées et qu'on va pouvoir après les inclure dans le canevas en fait et les intégrer à un endroit où on se dit ah ouais ici ça pourrait fonctionner ou encore une fois si on l'avait eu sortant de nulle part on aurait pu se dire elle est très très bien ton idée mais je vois absolument pas comment je peux l'intégrer dans mon travail un peu classique de marketing sales. Et là, on se dit, je pense que ce sera plus simple de l'intégrer et d'en faire encore une fois quelque chose de cohérent et qu'on pourra, et encore une fois systémique en fait, qu'on pourra intégrer dans un système, même si c'est une idée plus originale. La stratégie des petits pas aussi, c'est bien de mettre déjà le socle, de recadrer les choses et puis après on part dans... Ouais. Par contre, je voulais te rassurer, Rémi, je ne parlais pas de vous spécifiquement. Je t'ai pas mal pris, t'inquiète pas. On arrive à la fin de ce premier webinaire. Je vous remercie tous les quatre. On a 3 autres webinaires qui enchaînent sur la communication, le marketing et les ventes. Avant de conclure ce webinaire, j'aimerais évoquer le lancement. Donc, on serait vraiment ravis que vous nous aidiez à promouvoir la méthode en achetant le livre, en téléchargeant les livres blancs. Il y en a une petite partie pour l'instant qui sont en ligne, les 2 premiers qui sont pas nécessairement complètement à jour, mais on va faire un grand refresh du site et des livres blancs dans les jours qui viennent. On a raté le créneau d'aujourd'hui. On avait envie de réussir à le faire aujourd'hui, mais des soucis techniques, vous connaissez, ont fait qu'on va avoir un peu de retard sur un refresh du site, une mise en avant sur l'ensemble du site de l'acquisition strategy design de ces différentes spécialités et donc d'un certain nombre de nouveaux livres blancs extraits de ce livre-là que vous pourrez télécharger dans une dizaine de jours sur notre site. On vous fera un mail par rapport à ça. Avec la méthodo et le livre, on a créé une formation e-learning qui est une lecture commentée du livre que je fais moi en vidéo. Je crois qu'on est à plus de 8 heures de vidéo. La page de vente est en ligne, les vidéos sont tournées, mais elles sont pas encore en ligne. Mais c'est le moment de l'acheter parce qu'il y a un moins 50%. Donc, si vous voulez aller plus loin que le livre, m'entendre commenter, discuter sur chacune des pages, et puis que vous m'adorez, c'est super. On parlait de mon ego l'autre jour, Patrice. N'hésitez pas à acheter cette formation. Ça nous permettra de creuser en détail l'ensemble des étapes de la méthodo et de chacune des spécialités. Et puis, dernière surprise,
et qui est qu'on lance aujourd'hui, mais sur laquelle on va avoir l'occasion de discuter aussi dans les prochaines semaines, c'est qu'on a imaginé une Learning Expedition. Alors une Learning Expedition, bien sûr, qui va être une expédition visio, hein, on parlait de distanciel, on va pas être en mesure d'aller aux quatre coins de la Terre rencontrer les experts, les leaders, qu'on souhaite rencontrer, mais l'idée de cette Learning Expedition, c'est de profiter de notre période sédentaire du Covid pour aller rencontrer les grands experts, les grands leaders du marketing. On pense à Seth Godin qu'on a évoqué, à Alexandre Osterwalder, à Simon Sinek, à tous ceux que vous souhaitez rencontrer et que vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer parce qu'ils sont pas nécessairement français, parce qu'ils parlent pas souvent, parce qu'ils coûtent cher aussi, parce que c'est des gens qu'il va falloir payer. On a imaginé une Learning Expedition pour aller rencontrer tous ces leaders, tous ces gourous. Enfin, le terme est beaucoup utilisé aux États-Unis. Il a un côté sec, donc on l'a retiré de la landing page, mais c'est quand même ça l'idée, d'aller rencontrer toutes ces personnes-là, d'apprendre d'eux, de pouvoir leur poser toutes les questions qu'on veut leur poser, de pouvoir avoir une vision détaillée de leurs méthodos, de leurs approches, de pouvoir aussi confronter leurs approches à l'acquisition strategy design. On va essayer d'organiser comme ça 10 grandes rencontres d'une journée complète où on va pouvoir échanger avec ces stars du marketing, de la com et de la vente. Donc, ça nous fera un peu d'animation et d'émotion dans cette période morose, du confinement, des reconfinements et de la Covid. Un dernier petit mot tous les quatre pour compléter, dire au revoir et à tout à l'heure. Qui se lance, Virginie? Alors, achetez le livre, utilisez la méthode, mais surtout, allez voir vos clients et allez vraiment les observer et vivre leurs émotions pour passer la main à Patrice. C'est ça la clé. Merci Virginie. Le message que j'ai plus rien à dire. Pardon. Non, vas-y Christophe. Bon, ok, ça marche, merci Patrice. Ce que j'avais envie de dire, c'est que cette méthode, on l'a vraiment conçue dans un esprit d'ouverture, et c'est de se dire partagez-la. Parce que nous, on rêve d'avoir l'ensemble des directeurs marketing qui pensent transverse, qui pensent, qui réfléchissent en termes de cohérence d'action, etc. Donc, partagez la méthode parce que je trouve qu'elle a une belle valeur, tout simplement. Rémi, tu voulais... Oui, déjà merci à tous, merci de m'avoir donné cette tribune, merci à tout le monde d'avoir suivi le webinaire. Pour revenir sur la méthode, nous c'est une vraie base de discussion, c'est une vraie structure, c'est une vraie méthodologie, c'est vraiment intéressant et on a plein d'apports différents. Je reviens sur ces différents services, différentes sensibilités et ça nous permet un peu de tous nous mettre à la page en fait et d'avoir un socle de discussion commun et c'est important et c'est vraiment pas toujours évident et ça peut créer des frustrations et là on a vraiment du coup je vais reprendre le terme d'énergie, on arrive un peu à cumuler les énergies et à tout ça aller dans le même sens, donc c'est assez plaisant et je pense que c'est un des points du marketing, d'arriver à connecter un peu tout le monde et d'emmener tout le monde dans la même direction, donc on a hâte d'avancer et Jérémy qui me demande ce que ça fait de travailler avec 1 minute 30, mais vous voyez, je suis très souriant. Ça se passe bien. Tu veux avoir un dernier petit mot, Patrice? Mais on se retrouve tout à l'heure, Patrice. Oui, on va se retrouver, il n'y a pas de souci. Et non, je voulais juste dire, pas les gourous, mais je l'ai écrit entre-temps. Donc, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inspiration dans ce livre. Il y a beaucoup de gens qui ont de la méthode et qui ont travaillé. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour les gens qui vont l'utiliser. Je crois que c'est ça qui est important aussi, c'est de renouveler, de changer de façon de travailler, d'être beaucoup plus dans l'intelligence collective, ce qu'on a essayé de faire tous ensemble ce matin. Mais ce qui a été fait dans le bouquin, je crois que on n'a peut-être pas assez souligné, c'est que c'est le résultat, c'est le produit de beaucoup d'intelligence au sens du nombre, hein, que nous représentons modestement là, pour l'instant, mais ça va continuer toute la journée. Et il y a vraiment beaucoup de choses à
tirer. Enfin, je veux dire, la méthode et le livre finalement, c'est la méthode, quoi. En fait, c'est la façon de faire ce livre, c'était déjà cette méthode. Je crois que c'est ça aussi qui est assez intéressant. Merci beaucoup, Patrice, pour cette conclusion, parce que tu mets le doigt effectivement sur quelque chose d'hyper important. On a été 22 à faire ce livre, 23 en me comptant, et c'est réellement co-créatif parce que vous voyez autour de la table tous ceux qui ont participé à l'embryon de la méthode et à sa genèse et à sa conception, mais après on a fait intervenir des experts sur chaque discipline pour s'assurer que ce qu'on écrivait était pas déconnant, qu'on voyait bien comment chaque discipline pouvait contribuer à la progression du client dans son parcours, comment tout ça s'assemblait de façon systémique et effectivement, vous le verrez sur les 3 tables rondes suivantes dans lesquelles on n'a pas tous les 22 qui peuvent intervenir aujourd'hui, mais je crois qu'on est une bonne quinzaine ou 17 en tout, comment les visions, les points de vue, les expériences de chacun s'imbriquent pour essayer de faire un livre qui fédère tout ça et qui porte cette vision systémique. Merci beaucoup pour ta conclusion, Patrice. À tout de suite pour la prochaine table ronde. On a 25 minutes pour souffler, respirer. Merci à tous. Merci. Au revoir. Et Thomas, je veux bien un retour sur la certification par Harvard. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.